Bonjour tout le monde. Je suis ici pour discuter la recherche qui vient de mon laboratoire, qui va discuter l'impact des jeux vidéo sur le cerveau. Et la réponse courte est est-ce que c'est positif, négatif? C'est les deux. Okay? Mais ça dépend vraiment sur le genre de jeu de vidéo. Donc, le message central est vraiment, on ne peut pas traiter tous les différents types de jeux de vidéo comme pareil. Ça vraiment dépend de le genre parce qu'il y a beaucoup de différents types. Okay? Et quand je parle de le cerveau, je vais vraiment cibler une structure très importante qui s'appelle l'hippocampe. Donc, ça, c'est l'hippocampe. C'est une structure sous-corticale qui est très importante pour les différents types de mémoire. Par exemple, la mémoire épisodique. Donc, comment est-ce que tu peux te souvenir de tes événements pendant votre vie. Ça, c'est la mémoire épisodique. C'est l'hippocampe qui tire ces mémoires pour vous. Mais aussi pour la mémoire spatiale et vraiment s'impliquer dans la navigation aussi. Donc, comment est-ce que tu peux te souvenir comment arriver à votre emploi chaque jour, ok? Ça, c'est l'hippocampe aussi qui développe cette piste que tu prends chaque jour, ok? Mais les chercheurs vraiment ciblent l'hippocampe parce que c'est aussi une des meilleurs biomarqueurs pour la santé cognitive en général. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire si on a moins d'activité et moins des cellules, moins des neurones dans notre hippocampe, nous sommes plus à risque à développer certaines maladies neuropsychiatriques pendant notre vie. Par exemple, quand nous sommes plus jeunes, si on a moins d'activité et des neurones dans l'hippocampe, nous sommes plus à risque de développer la dépression, les TDAH, la schizophrénie. Okay? Et quand nous sommes plus vieux, nous sommes plus à risque de développer les démences et la maladie Alzheimer's. Okay? Donc, on veut vraiment être sûr que notre hippocampe est dans la bonne santé pendant notre vie. Et donc, il y avait des études qui ont démontré que certains types de jeux de vidéo sont vraiment bénéfiques quand on parle de l'intégrité de l'hippocampe. Mais je vais montrer aujourd'hui les résultats qui montrent que certains types de jeux de vidéo, comme les jeux de tir, peuvent actuellement avoir un impact négatif sur cette même structure. Mais comment est-ce qu'on peut comprendre l'impact des jeux de vidéo sur l'hippocampe? On doit premièrement comprendre quelque chose d'autre, donc je dois donner un peu de niveau de base relié à cette tâche qu'on utilise beaucoup dans mon laboratoire. C'est développé par mon collègue McGill, elle s'appelle Veronica Bobot. Et cette tâche est un monde virtuel qui est basé sur une tâche que les chercheurs donnent vraiment à l'ERA qui s'appelle le Morse Water Maze. Donc, c'est une version virtuelle qu'on donne à l'ERA. Mais le concept est pareil. Okay? Donc, il s'appelle la tâche 4 sur 8. Pourquoi 4 sur 8? Parce que c'est un labyrinthe virtuel avec 8 voies disponibles et il y a une partie où 4 est bloqué. Ça, c'est pourquoi on appelle la tâche 4 sur 8. Et c'est vraiment une tâche de mémoire spatiale. Et oui, ça c'est plus... Donc, voici une autre vue de la même tâche. Et donc, on demande pendant la première partie, quand seulement 4 voies sont disponibles, d'aller à la fin de chaque voie, chaque allée, et collecter un objet et retourner au centre, et puis continuer à collecter le deuxième objet, jusqu'à la part où ils ont collecté tous les 4 objets. Okay? Donc, à ce moment, ils ont visité 4 allées, et 4 allées étaient bloquées.
pendant la deuxième partie maintenant, il doit éviter les 4 allées qu'ils ont visitées pendant partie 1. Et puis, il doit aller dans les 4 allées qui étaient bloquées pendant partie 1. Donc, c'est vraiment une tâche de mémoire spatiale. Il doit simplement mémoriser quelles allées pour éviter et quelles allées pour prendre pendant partie 2. Okay? Donc, maintenant, il y a vraiment 2 stratégies que les personnes peuvent utiliser, et vraiment les rats aussi, les animaux peuvent utiliser. Il peut utiliser soit la stratégie spatiale, et ça c'est qu'est-ce que je montre ici. Et la stratégie spatiale implique le système hippocampique, et ça implique l'hippocampe que je viens de décrire. Et on déjà sait pourquoi cette structure est importante, n'est-ce pas? C'est important pour la santé cognitive. Donc on peut détecter si les personnes décident d'utiliser leur hippocampe pour compléter cette tâche. Et comment est-ce qu'ils utilisent leur hippocampe? Ils utilisent l'association entre les repères. Donc, dans cette tâche, il y a les repères, le décollage dans l'environnement. Ici, on voit un arbre, un rocher, une montagne, des autres arbres, une montagne qui est un peu plus proche. Et si on utilise une stratégie spatiale, on utilise notre hippocampe pour compléter cette tâche, on vraiment utilise la relation entre ces repères pour mémoriser les allées qu'on doit visiter pendant partie 2 de la tâche. Donc, si j'utilise la stratégie spatiale, voici un exemple, OK, pendant partie 2, je peux simplement mémoriser les allées que je dois visiter dans le contexte où je trouve les repères. Par exemple, je peux simplement dire, OK, je sais que je dois éviter cette allée qui est sur le côté gauche du rocher et je dois prendre les 2 allées sur le droit du rocher et puis je dois éviter les 2 allées sur les 2 côtés de l'arbre et puis je dois prendre cette allée devant la montagne et l'autre allée devant ces arbres dans la distance. Okay? Donc, quand on fait ça, on crée qu'est-ce qu'on s'appelle une carte cognitive de l'environnement. Et ça, centralement, implique l'hippocampe. Donc, quand je fais quelque chose comme ça, j'utilise mon hippocampe. Okay? Donc, ça, c'est le point central ici. Et quand on fait ça, je développe une riche représentation de l'environnement et on appelle ça une carte cognitive de l'environnement. Okay. Mais on peut aussi utiliser une autre stratégie. Par contre, je peux ignorer tous les repères, OK? Et je peux simplement utiliser un pattern rigide au lieu de compléter cette carte cognitive dans mon tête. Et donc, on appelle ça une stratégie réponse. Et la stratégie réponse implique un autre système de mémoire qu'on utilise souvent dans notre vie quotidienne aussi. Donc, c'est le système de mémoire procédurale. Okay? Donc, c'est vraiment d'où viennent nos habitudes. Okay? C'est plus non consciente. Et ça utilise un pattern très rigide. Donc, par exemple, si j'utilise une stratégie réponse, je vais faire quelque chose comme donner un numéro à chaque allée. Donc, 1, 2, 3 jusqu'à 8. Et si je mémorise les allées qui étaient ouvertes ou fermées pendant la première partie, je peux simplement dire, OK, pendant partie 2, je sais que je dois simplement éviter allée 1, 2, prendre allée 3, 4, éviter 5, et puis prendre 6, éviter 7 et prendre 8. Donc, tu vois comment cette stratégie est très différente. J'ai ignoré tout l'environnement et j'ai utilisé une stratégie très rigide pour compléter la même tâche. Donc, je vais avoir le même... je vais être assez efficace avec cette stratégie, n'est-ce pas? Mais j'ai utilisé un totalement différent système de notre cerveau pour compléter la tâche.
Et cette stratégie n'implique pas le système hippocampique, mais mon système de récompense. Et plus spécifiquement, une structure qui s'appelle le noyau codé. Donc, pendant le reste de mes diapos, je vais discuter vraiment l'interaction entre les jeux vidéo et les personnes qui utilisent le hippocampe dans leur vie quotidienne ou les personnes qui utilisent leur système de récompense, le noyau codé, pendant leur vie quotidienne. Donc, ça va devenir plus important. Et il y a beaucoup d'études avec cette tâche qui démontrent que les personnes qui utilisent une stratégie spatiale qui implique l'hippocampe ont plus de matière grise dans l'hippocampe. Donc, voici des résultats qui démontrent que les apprenants spatiales ou, dans les autres mots, les personnes qui utilisent la stratégie spatiale ont plus de matière grise dans l'hippocampe. Par contre, les personnes qui utilisent la stratégie réponse ont plus de matière grise dans le noyau codé. Ça, c'est démontré ici. Ou, dans les autres mots, on peut aussi dire, parce qu'on compare les deux groupes, les personnes qui utilisent les stratégies réponse qui n'impliquent pas l'hippocampe ont moins de matière grise dans l'hippocampe. Et ça, c'est important. Si on revient à mon premier diapo, si on a moins de matière grise et l'activité dans l'hippocampe, on a plus de risque à développer certaines maladies neuropsychiatriques à travers notre vie. Okay? OK, maintenant, on ajoute le facteur des jeux vidéo. Il y a l'évidence qui démontre déjà, qui montre que les personnes qui jouent les jeux vidéo ont plus de matière grise dans le noyau codé. Okay? Donc ça c'est un résultat corrélationnel, c'est pas causal à ce moment. Donc ça veut dire c'est une relation entre le montant des heures des jeux de vidéo joués et le montant des cellules dans le noyau codé, okay? Qui est centralement impliqué dans le système de récompense. Mais une autre étude a démontré que ça dépend du type de jeu de vidéo que les personnes jouent. Donc, ici, on voit une corrélation spécifiquement avec les jeux de tir. Ça, c'est les jeux comme Call of Duty, par exemple. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit une relation négative avec le système hippocampique et le montant des heures de la consommation de ce type de jeux de vidéo, les jeux de tir. Donc maintenant on voit globalement, si on traite tous les jeux de vidéo comme égal, que le nombre des heures jouées est corrélé avec plus de matière grise dans le noyau codé, le système de récompense. Mais si on cible les jeux de vidéo et on regarde l'impact sur le système hippocampique, on voit une relation négative. Donc si je consomme plus de jeux de tir, j'ai moins de matière grise dans le système hippocampique. Encore, ça c'est les résultats corrélationnels. On ne peut pas impliquer la causalité à ce moment. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ces informations? On a fait une étude comportementale et on a demandé les joueurs des jeux de tir pour compléter la tâche 4 sur 8 et les non-joueurs. Et on a classifié si ils étaient les apprenants réponse qui utilisent leur système de récompense ou un apprenant spatial qui utilise le système hippocampique. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit pour les non-joueurs environ 50-50, un peu plus biaisé envers la stratégie spatiale. Mais qu'est-ce qu'on voit pour les joueurs d'action? Ils ont biaisé
très fortement envers la stratégie réponse. Okay? Donc, encore, ça c'est les données comportementales, les données corrélationnelles, mais ça donne un peu d'un indice que peut-être il y a une dysfonction dans le système hippocampique chez les joueurs des jeux de tir. Okay? Donc, si vous vous souvenez de le diapo où j'ai démontré que les apprenants-réponses ont moins de matière grise dans l'hippocampe, maintenant on peut développer une hypothèse basée sur ces données comportementales que peut-être ces joueurs des jeux de tir ont moins de matière grise dans l'hippocampe. Donc ça c'est la prochaine étude qu'on fait. On a invité un autre groupe des joueurs de tir, des jeux de tir, et un autre groupe des non-joueurs, et on a scanné leur cerveau pour mesurer le montant de matière grise dans le hippocampe, et on trouvait que les joueurs des jeux de tir avaient moins de matière grise dans le hippocampe. Donc encore, ça c'est des résultats corrélationnels. C'est peut-être le cas que les joueurs de tir, pour une raison ou une autre, sont attirés envers les jeux de vidéo parce qu'ils ont moins de matière grise dans l'hippocampe. Ça, c'est une possibilité, n'est-ce pas? On ne peut pas déterminer la causalité. Donc, ça, c'est pourquoi la prochaine étude qu'on fait est importante. On fait une étude d'entraînement où on a invité les joueurs, les non-joueurs qui n'ont jamais joué les jeux de vidéo. On a invité pour une période de formation pour 90 heures dans notre laboratoire et on a scanné leur cerveau avant et après. Et puis on a mesuré le changement dans l'hippocampe et des autres structures dans le cerveau qui étaient reliées à leur expérience pour la première fois avec les jeux de tir. Ça, c'était le groupe numéro 1. Mais aussi, on avait un groupe de contrôle actif qui a joué différents types de jeux. Un jeu de 3D plateforme comme Mario 64. Il y avait l'évidence qui démontrait que Mario 64 avait un impact positif sur le système hippocampique. Donc, c'était un bon groupe de contrôle actif pour notre étude. Et puis finalement, on voulait faire une deuxième étude d'entraînement où on avait différents types de jeux de tir pour simplement reproduire les résultats et être sûr que nos résultats étaient valides et robustes. Okay? Donc pour la première étude, oui, on avait pour groupe 1 les jeux de tir comme Call of Duty et Battlefield. Pour groupe 2, on avait Mario 64 et Mario Sunshine. Parce qu'on avait 90 heures d'entraînement, donc on a besoin plus de jeux pour arriver à ce nombre d'heures pour l'entraînement. Et on a testé tous les participants, ils étaient des non-joueurs, sur la tâche 4/8 pour déterminer s'ils étaient les apprenants spatiaux qui utilisent l'hippocampe dans leur vie quotidienne ou les apprenants réponses qui utilisent le noyau codé dans leur vie quotidienne pour déterminer si les résultats avaient une interaction avec ce facteur aussi. Donc, les résultats dépendent sur si les personnes étaient soit apprenant réponse qui utilisent le noyau codé, le système de récompense, ou un apprenant spatial qui utilise le système hippocampique. Donc voici le résultat pour le groupe qui a joué les jeux de tir. Ici, on voit une interaction dans l'hippocampe et on trouvait un impact opposé des jeux de tir sur l'hippocampe qui était basé sur le fait si une personne était un apprenant spatial ou réponse. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit, après la période de 90 heures d'entraînement, les apprenants réponse, on voit une augmentation dans le volume d'hippocampe. Okay? Donc, c'est vraiment
un impact positif. Et pour les apprenants réponses qui utilisent le noyau codé, on voit une diminution dans le volume d'hippocampe. Si on regarde spécifiquement à les apprenants réponses, on a aussi observé une augmentation de le montant des cellules dans une structure qui s'appelle l'amygdale. Okay? L'amygdale, pourquoi est-ce que c'est intéressant? Parce que c'est le centre émotionnel du cerveau. Et c'est impliqué dans le traitement des émotions, mais c'est aussi impliqué vraiment avec certains types de mémoire émotionnelle en conjonction avec l'hippocampe. Et donc, on voit une augmentation dans cette structure. Donc, c'est quelque chose qui a besoin de plus de recherche, mais c'est important pour souligner. Si on regarde à les apprenants réponses, on voit, si on regarde spécifiquement maintenant à groupe numéro 2, et on regarde à l'impact le jeu de 3D plateforme, moyen 64, on voit seulement les impacts positifs chez les apprenants réponses et les apprenants spatiales. Okay? Aucun impact négatif. Donc ça c'est important pour souligner parce que dans les deux groupes, ils ont reçu le même dosage des jeux vidéo. Donc c'était tout devant un écran pour 90 heures. Mais on voit seulement un effet positif quand les personnes ont joué les jeux de 3D plateforme. Donc, qu'est-ce qu'on voit pour les apprenants réponses qui commencent avec moins de matière grise dans l'hippocampe? On voit une augmentation dans l'hippocampe pour les apprenants réponses. C'est vraiment un résultat contraire quand on peut comparer les apprenants réponses qui ont joué les jeux de tir. Pour les apprenants spatiaux, on ne voit pas une augmentation dans l'hippocampe, mais on voit une augmentation dans une structure qui s'appelle le cortex entorine. Et c'est un cortex cortical qui est très attaché à l'hippocampe et très important pour la santé cognitive comme l'hippocampe. Donc on voit quand même un impact positif, une augmentation dans le système hippocampique pour tout le monde dans l'échantillon qui était formé avec les jeux de 3D plateforme. Donc, comme j'ai dit, on voulait reproduire ces résultats. Donc, on a testé un autre groupe avec une deuxième étude. Donc, un nouveau échantillon avec les autres différents jeux de tir. Et cette fois, quand on regarde à tout le groupe, on voit une diminution dans l'hippocampe après la période d'entraînement. Mais si on regarde à les apprenants réponses et les apprenants spatiales, on voit que les apprenants réponses, on voit une diminution dans l'hippocampe. Et puis, pour les apprenants spatiaux, on voit une augmentation dans l'hippocampe. Donc, c'est vraiment une reproduction de la première étude pour le groupe qui a joué les jeux de tir. Okay? Donc, deux différents types de jeux de tir ont vraiment produit les mêmes résultats. Les apprenants réponses, un impact négatif, les apprenants spatiaux, impact positif. Donc, vraiment, qu'est-ce qu'on peut dire? On a des données causales maintenant, parce que ces résultats sont directement reliés à l'expérience avec les jeux vidéo, okay, qui démontrent pour environ un demi de la population jeune en bonne santé, les jeux de tir peuvent avoir un impact négatif sur l'hippocampe, qui est une structure très importante pour la santé cognitive. Et par contre, il peut avoir un impact positif pour les apprenants spatiaux qui comprennent l'autre demi de la population de jeunes adultes en bonne santé. Et les jeux de 3D plateforme par nos résultats, ont seulement un impact positif sur ce même système.
Donc, maintenant, la question est pourquoi? Pourquoi est-ce que ces deux types de jeux de vidéo ont un impact opposé sur le système hippocampique? Et vraiment, on pense que c'est vraiment relié à la différence entre les conceptions entre ces types de jeux. Et on pense, par exemple, que les jeux de 3D plateforme demandent aux participants de créer cette carte cognitive et utilisent l'hippocampe plus que les jeux de tir. Et pourquoi est-ce qu'il y a une différence entre les apprenants-réponses et spatiales? On pense à ce moment que c'est relié à la réponse à le stress. Okay? Et si on a les jeux qui causent le stress, on sait que les apprenants-réponses sont plus sensibles à le stress. Si on regarde la littérature, il y a beaucoup de littérature chez les rats et les humains qui donnent l'évidence que ça c'est le cas. Donc c'est peut-être le fait que les apprenants-réponses deviennent plus stressés pendant qu'ils jouent certains types de jeux de vidéo et ça peut rendre l'hippocampe moins actif qui peut résoudre moins de cellules après une longue période. Mais c'est vraiment les avenirs pour la recherche dans l'avenir. Et oui, donc comme une bonne étude, on a plus de questions quand on a des réponses et il y a plus de recherche à faire. All right.